Bienvenue au Vietnam, c'est ici que mon voyage commence. Le Vietnam, c'est 85 millions d'habitants. Il y en a un petit échantillon ici. C'est ça le Vietnam. Du trafic, des moteurs, des bruits de klaxon, des gens qui disent hello. Mais je vais laisser la route très rapidement parce que l'idée c'est d'aller au rythme du fleuve, du Mekong. Le Mekong traverse 6 pays. Et je vais m'arrêter au Cambodge parce que ça me permettra de vous illustrer deux mondes. Celui du Vietnam dans la brouillance et celui du Cambodge qui j'espère sera un peu plus calme, un peu plus no man's land aussi. Les voyages se fera naturellement au rythme de l'itinérance avec les gens qui parcourent le fleuve au rythme des flots. J'ai pour projet de remonter le cours du Mekong. Mon voyage commence donc en mer de Chine. J'ai intercepté un bateau depuis le rivage, comme ailleurs on appelle un taxi. Et me voilà avec ceux qui consacrent leur vie au cabotage et au plus vaste des no man's land de la planète, l'océan. Je pars avec des pêcheurs de poissonnerie, alors je sais pas trop ce que c'est, je ni vraiment à quoi ça ressemble. Mais ces pêcheurs-là spécifiquement, c'est un peu des nomades des mers parce qu'ils suivent le banc de poissons quasiment sur la hauteur du Vietnam, le long de la côte, sur près de 3000 km. Je les ai rencontrés à Mui Né. Mui Né, littéralement, ça veut dire le refuge. C'est pour ça que c'est calme, mais je pense que bientôt, ça va un petit peu bouger. Le capitaine nous annonce 3 à 4 mètres de creux au large. Peu de chances de croiser du poisson. Mais nous fonçons quand même droit devant. L'espoir est le plus beau des phares. Derrière cette poignée d'hommes qui s'amusent à embraser l'océan, je démasque enfin le poisson-riz, qui n'est autre que l'anchois pêché au lamparo. C'est un truc de malade. On a navigué toute la journée d'hier. Là, il est 3 h du matin. Il suffit de donner un coup de projecteur pour que les poissons arrivent. Et il me faut plus de temps pour vous le dire que pour remplir la cale. Là, on est à une centaine de kilomètres des côtes. Il y a une centaine de bateaux autour de nous. J'aurais bien filé un coup de main, mais à part me prendre un coup de bambou, c'est tout ce que je sais faire. « 15 heures de navigation à tenter de croiser la route de migration des anchois. 7 heures d'un travail acharné à les remonter à bord. 2 heures de sommeil volé à l'aube. Les hommes se relèvent pour tenir la cadence et la barre. Ainsi va le rythme en mer de Chine, le même depuis des siècles. Mais cette nuit-là, la mer a été finalement docile et nourricière. Est-ce que la pêche, elle est toujours aussi fructueuse? Oui, toujours. Un panier comme ça vaut combien? Vous allez le vendre combien? Environ 120 000 dong le panier. Quand vous allez vendre les poissons, ça va être réparti comment entre l'équipage? Par exemple, si on vend pour 100 millions de dong, le propriétaire du bateau récolte 50 millions de dong et le reste est réparti entre le capitaine et l'équipage. Tu passes combien de jours en mer par an? On navigue 5 mois par an, car il y a des périodes durant lesquelles la mer est trop houleuse et pendant lesquelles on ne peut pas sortir en bateau, car c'est trop dangereux. Comme nous suivons les bancs de poissons, de février à avril par exemple, il n'y a pas beaucoup de prises à certains endroits. Et nous sommes obligés de nous déplacer en fonction de l'abondance. C'est comme ça qu'on travaille.
de la vodka le matin. Merci. Oui. C'est pour le mal de mer. Voilà, petit déj sur le bateau. Du poisson, celui qu'on a pêché toute la nuit. Depuis minuit jusqu'à 7h ce matin. Il y a 400 paniers de 22 kg, donc je vous laisse faire le calcul, mais c'est assez monstrueux sur un petit bateau comme celui-là. On va vendre le reste, les 400 paniers sur la côte. Et moi, je pense que je vais débarquer là-bas. Direction l'embouchure du Mékong, le fleuve aux 9 dragons. On m'oriente rapidement vers une communauté d'hommes sans terre qu'on prend pour des marginaux, des clochards aquatiques qui ont fait vœu d'abandon au fleuve et auprès desquels j'espère séjourner. Il est 7h du matin, il fait 27 degrés. Et j'ai rencontré Na, il est pêcheur de crevettes. Il doit me pousser normalement un peu plus loin. Et ce sera aussi l'occasion pour moi de connaître un peu plus sur son mode de vie. Elles sont fraîches avant-hier à mon avis. C'est tes amis ? Ici, l'eau est assez calme. On va jeter nos lignes pour attraper les crevettes. D'accord. Et tu viens souvent ici, à cet endroit précis? Je pêche souvent ici. En général, je viens ici 7 jours par mois quand c'est la marée haute, parce que c'est vraiment là où il y a le plus de crevettes. Tiens, aide-moi. C'est monstrueux. Oh, mais c'est pas un ver de terre, c'est un mille pattes, c'est monstrueux. Tu coupes comme ça. Ça pique? C'est horrible. Je sais pas ce que c'est. Je croyais que c'était un ver de terre, mais c'est juste... Ah, c'est monstrueux. Tu fais de trop gros morceaux là. Tu te coupes un bout, il a toujours envie de se casser le truc. Ah, c'est trop marrant. Tu mets la pas comme ça sur l'hameçon et tu jettes comme ça. Merci. Tu lâches pour que l'hameçon touche le fond. Tu vois, le mien, il est bien au fond. Passe ta canne. Ton appât n'est pas encore tout à fait descendu. Là, voilà, ça y est. Les crevettes restent au fond de l'eau pour trouver leur nourriture. Bon, le système, il est excellent quand même. Merci. C'est très aléatoire. Certains jours, je n'attrape rien, alors que d'autres jours, je peux gagner jusqu'à 200 ou 300 000 dongs. En moyenne, j'arrive à me faire 500 ou 600 000 dongs par mois. On ne peut pêcher les crevettes que 5 mois dans l'année. Le reste du temps, l'eau est trop salée. Allez, allez. Fais comme ça, laisse. Eh, c'est pas une crevette, ça. Ça, c'est un poisson rose. Il est beau, hein? Tu le manges, ça? Oui, c'est très bon. Non, mais je rêve. J'hallucine. Tiens, regarde. Aïe. C'est quoi la crevette la plus grosse que tu as déjà pêchée? Elle était grande comment? Les plus grosses pesaient 400 grammes. Elles sont grosses comme mon bras. Mais il n'y en a pas souvent. J'en ai pris que 5 dans ma vie.
d'essence. Faut faire attention au courant. Moi, je dis qu'on n'a plus d'essence. Je ne boirai pas beaucoup ce soir, parce que comme on a pêché toute l'après-midi au soleil, je suis un peu fatigué. Super. C'est bon, hein? Whisky Vietnam. Vas-y, mange. Ouais. Je vais te faire gronder. Il faut manger quand on boit. Tu vois, au Vietnam, un vieux paysan de 62 ans comme moi ne peut plus faire de lourdes tâches, comme les jeunes. Je n'ai plus la même force qu'avant, alors maintenant je pêche. Sur mon bateau, avec ma canne. Les poissons, je les mange, mais les crevettes que je pêche, je les vends et je ramène l'argent à ma femme. Mais tu habites en ville ou sur ton bateau? Parce que apparemment tu es tout le temps en train de pêcher. C'est quoi exactement ta maison? Elle est où? Ma maison se trouve du côté de Ben Tre, à 12 km d'ici. Mais je préfère être sur mon bateau parce que ici je suis au calme et je me sens mieux. Alors qu'en ville, à la maison, il y a trop de bruit. Les jeunes avec leur musique, le bruit des voitures, les enfants qui crient. Tout ça, c'est difficile à supporter pour un vieux comme moi. Le bateau, ce sont mes enfants qui me l'ont offert. Ils ont les moyens. Tout seul, je n'aurais jamais pu le payer. Oh là là, mais moi j'ai déjà bu ma part. Tu triches. Allez, ça c'est fait. J'ai fait ça toute ma vie. C'est que t'as pas intérêt de laisser le verre dans le fond de l'évier, quoi. Range ça là. Ça va là-bas. Oh putain. Non, je pense que ça va là. Ça faut vraiment le planquer. Ça va là? À l'envers, c'est bien. Comment j'ai trop bien compris. Non, non, pas ça. Non, non. Oh. Là. Oh là là. Putain. Ça va pas être évident cette nuit, je le sens. C'est bon? Attends, mais on va tomber. Ah, tu dors dans ce sens, d'accord. J'ai une planche dans le dos. Est-ce que tu ronfles la nuit? Oh là là. Le whisky vietnamien. Ah. Come on. Merci. Merci à toi. Tu resteras l'un des plus beaux souvenirs de voyage. Tu transmettras mes amitiés à tes parents, à ton père, à ta mère, à ta femme ou à ton amoureuse. Si tu reviens avec eux, ils sont les bienvenus chez moi. Promis. Embrasse ta femme pour moi. Bon fleuve. Come on. Ce matin, je me trouve propulsé au marché de Can Tho. Can Tho, c'est un peu particulier, c'est un marché flottant. C'est l'une des dernières images d'Épinal véritablement du Mékong. Le Vietnam évolue très très vite.
avec le Cambodge, c'est deux pays qui vont à une croissance de 10% par an, ce qui est absolument colossal. Les gens viennent des quatre coins de la province pour vendre à la fois des pastèques, des ananas. En ce moment, c'est la saison des mangues. Et là, on va se manger une casserole. Et je me rends compte qu'il y a pas mal de bateaux qui sont presque des annexes secondaires à la maison, avec quasiment des lignes électriques et des lignes téléphoniques qui viennent jusqu'au bateau, avec des antennes de télévision. J'ai vraiment presque l'impression que c'est plus des maisons flottantes. J'essayais quand même de trouver un marchand itinérant pour essayer de m'imprégner de son style de vie. Et je ne suis pas certain que ce soit si évident que ça. Oui, ça je veux bien. À la fois de la passion. How much? 5. Non? 7 is okay. Come on. J'ai pas de bateau, mais au moins j'ai une boisson, c'est déjà ça. C'est une soupe ambulante, le Mekong. Alors j'ai enfin réussi à trouver un bateau. Le salaire à payer pour pouvoir partir avec mes marchands, c'est de finir de décharger la cargaison. En tout cas, ça fait rire tout le monde. C'est déjà ça. Ouais. Ah, il y en a derrière. Non, non. Ah, voilà. Merci. Merci. Et c'est parti! Je prends ma première leçon de navigation par K qui a à peu près 9 ans. C'est un calme. Quand la petite navigue avec nous, elle demande souvent à prendre la barre pour apprendre à conduire le bateau. Il se débrouille très très bien. Tu sais, on travaille sur notre bateau 7 à 8 mois par an. Le reste du temps, je reste chez moi et je m'occupe des enfants. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce mode de vie? La raison principale, c'est que je gagne plus d'argent et que cet argent va permettre à mes enfants de faire des études. T'as pas une autre raison? Il y a d'abord le côté économique, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de routine dans ce métier. On rencontre des gens différents et on se déplace tout le temps. Parle pas. Ouais, attends, c'est là que ça se passe. Oh là, en effet. Faut pas avoir besoin de la bouée. Tu vois, il y a tout dans mon bateau. Ben, je comprends maintenant, il y a 2 étages. Le moteur il chauffe, il manque de l'huile. Ce qui est quand même juste hallucinant, c'est que c'est une famille qui passe 7 à 8 mois, 7 à 8 mois sur l'eau. Et je m'attendais à voir un bateau complètement aménagé avec plein de choses pas inutiles, mais avec un petit peu de bordel, quoi, comme dans n'importe quelle maison. Et c'est une économie du strict minimum, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de futile, tout est nécessaire. La pièce où on se trouve, c'est là où tout se passe. La cuisine, la salle à manger, la chambre. J'imagine qu'au moment de dormir, ça doit être assez exigu. Et voilà.
n'y a pas assez de vent. On essaye encore? Bah ouais, c'est bien, mais il n'y a pas de vent. Vas-y, lâche. Le cerf-volant aux allures de petite sirène se décide enfin à jouer les vigies, à prendre de la hauteur pour mieux veiller sur notre embarcation. Mais le vent qui se lève n'est que le souffle provoqué par le mouvement des voyageurs. À bord, la vie continue. Et moi, je dois bientôt penser à poursuivre mon voyage. Chao Doc, dernière ville avant la frontière, lieu de tous les trafics. Dernier soubresaut d'un Vietnam agité aussi. Le Mekong, le fleuve aux 9 dragons comme le surnomment les Vietnamiens, s'appelle dorénavant le Grand Fleuve. Je suis encore au Vietnam. Derrière moi, c'est le Cambodge et le Mekong. J'aurais aimé vous emmener à la frontière sur l'eau parce que c'est l'une des rares frontières au monde qui se passe sur un fleuve. Et malheureusement, on arrive dans la zone de frontière, donc interdit de filmer. Donc on se retrouve de l'autre côté, côté Cambodge. À tout à l'heure. Une frontière, deux mondes. Le Mekong du Cambodge m'apparaît immédiatement moins peuplé que celui du Vietnam, mais tout autant imprévisible. D'habitude, c'est les radeaux qui sauvent les hommes. Là, c'est un petit peu l'inverse. Le chargement de bambou s'est détaché de la rive. Un petit peu réquisitionné tout le village pour aller chercher. Moi, je devais aller à Cratier, mais je pense que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Viens chez moi, tu pourras te sécher. Ok, avec plaisir. Aucun. Je vais tremper le siège, mais c'est pas grave. Je suis heureux que tu sois là pour partager ce repas avec ma famille. Merci. C'est plutôt moi qui devrais te remercier de m'inviter comme ça, un peu à l'improviste. J'avais prévu d'aller un peu plus haut au rythme du Mekong, mais finalement je me retrouve là. C'est pas plus mal. Mais c'est quoi exactement cette histoire de bambou? Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Il y a eu beaucoup de vent et les liens qui retenaient le radeau se sont détachés. Le radeau s'est retrouvé au milieu du fleuve et il fallait vite aller le chercher avant qu'il ne soit emporté par le courant. Mais donc ton métier c'est quoi exactement? Tu transportes le bambou? Je coupe et je vends des bambous. Je fais ce travail toute l'année, mais si l'année est mauvaise, je ne peux récolter le bambou que 3 mois par an. Mais moi je pensais en fait que le bambou on le transportait par camion. On peut le transporter par camion, mais les frais sont plus importants. Pour la même quantité de bambou, il te faut 2 camions, alors qu'il ne te faut qu'un seul bateau. Demain, je dois terminer le premier radeau et en préparer un deuxième. Si tu veux venir nous aider et voir comment ça se passe, tu es le bienvenu. C'est bien sport quand même. T'es en équilibre sur des bambous qui sont déjà coupés. Il les coupe pas par le pied parce que sinon ce serait trop simple. Non. Je pense parce que l'accès est beaucoup trop difficile, il y a des épines partout.
pas. J'arrive. Oh putain. Mais pourquoi on a besoin d'emmener des bambous jusqu'à Kampong Cham? Ils n'ont pas de bambou là-bas? Il n'y a pas de bambou à Kampong Cham. Et comme le bois est trop cher, le bambou remplace le bois. On s'en sert pour tout. Avec le bambou, on peut fabriquer tout ce qu'on veut. Des paniers, des murs pour les maisons, des sommiers. Ah ouais, vraiment pour tout alors. Mais quand même, au Vietnam, il y avait des bateaux qui allaient dans tous les sens. Ici, j'ai vraiment l'impression que le transport sur le fleuve n'est pas autant développé. Comment ça se fait? Au Cambodge, les marchés et les commerces se sont regroupés. Et tous les échanges s'organisent maintenant par la route. Mais avant, c'était comme au Vietnam. On utilisait beaucoup le fleuve. Je crois qu'à ce rythme-là, Kampong Cham, on y est dans 3-4 jours. T'es dans un état d'excitation particulier quand on part comme ça? Je suis heureux qu'on soit là tous ensemble. Il y a une chanson célèbre qui évoque bien cet état d'esprit. Quand je suis sur le fleuve et que je vois tout ce qui m'entoure, le bonheur m'envahit. Tu connais cette chanson? Tu saurais la chanter? Non, je ne sais pas la chanter. Mais c'est une chanson de San Simot, un chanteur de l'ancienne génération. Et toi, tu sais la chanter? Ah, allez les gars, il y a des karaokés partout au Cambodge, je vous crois pas. C'est quoi? Du bambou aussi là-bas? Ah ouais. C'est un autre chargement de bambou qui partira après nous. Cette fois-ci, il a fallu qu'on parte avant eux. Mais d'habitude, on voyage tous ensemble en convoi. C'est des pirates? C'est la police. Police? C'est pareil. Ils contrôlent le chargement pour voir si on ne fait pas de la contrebande de bois. Et ce bois-là, il n'y a pas de problème? Non, ce bois-là, c'est juste pour s'asseoir, on ne va pas le vendre. S'asseoir sur le bambou pour manger, ça n'est pas très confortable. Ça va se monnayer, je pense. Un petit billet et on est reparti dans 5 minutes. Les planches au confort relatif que nous transportons sont bien de bois précieux. Avec l'augmentation du prix du pétrole, la seule coupe du bambou ne suffit plus à rendre le voyage rentable. La police de la région ferme les yeux et se transforme en simple péage. Okun, on boit pas trop, hein, parce qu'à chaque fois qu'on fait du bateau, ici au Vietnam ou au Cambodge, on boit tout le temps. Ok, santé les gars. Dans la vallée du Mékong,
La confiance qu'on accorde à l'étranger se mesure à la quantité d'alcool qu'il veut bien avaler. Après 2 jours de navigation sans croiser un seul autre bateau, j'abandonne définitivement le fleuve, au profit d'une route pleine de promesses. Il y a vraiment 2 trucs super au Cambodge. Le premier, c'est que le champ du coq arrive à couvrir celui de la moto. Enfin, pas sur ce coup-là, assis. La deuxième chose très étonnante, et à mon avis ça se passe tout droit, c'est qu'au Cambodge, j'espérais rencontrer des Cambodgiens, ça va de soi, mais qu'il y a également une forte communauté d'Indiens installés ici. Et ces Indiens sont vendeurs de moustiquaires et itinérants. On compte un réseau de 3000 Indiens installés au Cambodge, venus pour la plupart de l'Himachal Pradesh, à 5000 km de là, et prêts à endiguer l'épidémie de malaria qui sévit sérieusement dans la région. Monsieur Singh, du genre peu bavard, est à la tête du groupe de vendeurs de Kampong Cham. Il accepte que je le suive dans sa tournée quotidienne. Allez, c'est parti. Pour 60 km de prospection à travers le Cambodge. Jusque-là, j'allais au rythme du Mekong et des flots. J'en arrivais presque à regretter le bitume. On fait un 3 sur une mob. La chaussée est glissante. Il y a de la bouillasse sur le bas-côté. On est chargé comme des mules. Je serre des fesses. C'est un peu le résumé. Je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. On est arrivé. Ça va aider. Super, on y est. Je suis heureux. Lalo. D'accord. On laisse les motos là et on continue à pied pour vendre. Super. Bon, on prend les moustiquaires. Yes, very good. Hukum kita ada jam 300 meter. 300 meter ini pemah. Perai komen, pro komen, pedai komen, perpon komen. Bonjour, comment allez-vous? Ton mari sera content si tu achètes la moustiquaire. Tiens-la comme ça. Tiens-la aussi. Oh, Indian, good. Good qualité. Pas la peine de la déballer, j'ai pas d'argent. Elles ne sont pas chères. J'aimerais bien, mais je n'ai pas d'argent. Les moustiques piquent les femmes, ça les met de mauvaise humeur. Et du coup, leur mari s'énerve aussi. Ma moustiquaire ne coûte que 3500 riels. Tu n'auras pas à le regretter. Allez, je te la vends 2000. Je pense qu'on est on n'est pas loin de conclure là. J'en ai envie, mais j'ai pas d'argent. À partir du moment où ça marchande, c'est qu'elle est intéressée. Combien tu me l'as fait? Je te la donne pour 1500. 1500? Ouais, allez, je te la vends pour 1500. Ah, je vends à perte. Hein. Tu me l'as fait à 1000? Allez, d'accord. Truc de fou quoi, ça se vend comme des petits pains. C'est déjà beaucoup plus léger. Hello. Thao thao. Ça marche aussi bien que ça à chaque fois? Oui, j'arrive à vendre tous les jours comme ça. Je vends beaucoup.
Regarde, grande moustiquaire qui ne se déchire pas, complètement indienne, achetée sur le marché de Kampong Cham au Cambodge. Ah, celle-là est encore plus jolie. Tu peux dormir au moins à 4 dessous, voire 5, 6 empilés. Tu vas pas la vendre à 2000, on vend à perte. Mais si, c'est possible. Tenez, madame. Good quality. En fait, ça se joue à deux. Il y en a un qui donne, il faut suggérer le toucher. À partir du moment où il commence à toucher, là c'est bon, c'est qu'il y a un intérêt. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il propose un prix qui est naturellement beaucoup trop élevé. Et puis, au fur et à mesure, il brade. Et puis, comme il brade trop, il y a son frère qui lui dit non, mais attends, t'es fou, tu vas pas vendre à ce prix-là. Et c'est là où l'autre se dit ah, attends, si le frère n'est pas d'accord, c'est que c'est une bonne affaire pour moi. Et allez hop, c'est fait. Elle n'a pas besoin de ça, ma femme. Vas-y, je te la donne. Je ne te prends même pas d'argent. Voilà. Allez, prends. Vous êtes content, vous avez fait une bonne vente alors? Non, on n'a pas fait une bonne vente aujourd'hui. On a vendu juste un petit peu. Un tout petit peu. Pourquoi tu as décidé de venir ici au Cambodge? C'est si loin de l'Inde. Il n'y avait pas moyen de faire du business avec les moustiquaires en Inde? J'aime les Cambodgiens. J'aime la langue. Avec les Cambodgiens, on peut parler de tout. Et puis historiquement, les Cambodgiens viennent d'Inde. On s'entend bien. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que tu as entendu dire qu'au Cambodge, il y avait déjà des Indiens qui étaient installés pour vendre des moustiquaires? Par ma famille. Mon grand frère est arrivé ici il y a 11 ans. Il a prospecté un peu partout dans le pays. C'est lui qui m'a appris toutes sortes d'itinéraires. Et c'est tous les jours comme ça? Tu fais toujours autant de kilomètres? Je fais à peu près 120 km par jour. Mais des fois, ça m'arrive d'en faire plus. C'est énorme. Et comment est-ce que tu fais? Tu es toujours installé à Kampong Cham et tu gravites? Ou bien tu restes un peu à Kampong Cham, après tu vas dans une autre province, tu t'installes encore là 1 ou 2 ans avant de changer? Comment ça fonctionne? Je vais rester à Kampong Cham 2 ou 3 mois avant de partir ailleurs pour la même durée. Je ne reste pas longtemps parce que quand j'ai tout vendu, il faut que j'aille vendre ailleurs. Le soleil se couche, les moustiques se lèvent. Je quitte les Indiens pour tenter de retrouver les cow-boys du Ratanakiri, la région la moins peuplée du pays où les hommes affluent en quête de pierres précieuses et d'aventures. Oh putain, j'ai pété mon pantalon. Ça va me plaire, je le sens. Juste bien se caler.
C'est de ma faute. Encore? Bon, attends, je passe à pied là. On est arrivé à Boiloy. Si tu veux rencontrer des chercheurs de pierre, il faut descendre un peu plus loin dans la forêt. Allez, salut. La mine de Boiloy, c'est typiquement le genre d'endroit qui n'existe sur aucune carte. Le lieu a été inventé il n'y a pas très longtemps, il y a 4 mois. Il y a d'autres mines qui existent dans la province du Ratanakiri, mais elles ont déjà toutes été exploitées. Et ici, je m'attendais à tomber sur un lieu en pleine effervescence. Plus loin, j'imagine que c'est l'endroit où les gens dorment et mangent. Et ce qui m'étonne surtout, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui sont ici. Je pensais tomber que sur des hommes. 200 personnes réparties un peu partout dans la forêt. Des familles venues de l'autre bout du Cambodge et qui côtoient les minorités descendues des hauts plateaux, s'associant dans l'espoir de trouver quelques pierres semi-précieuses, essentiellement du zircon. Tiens. Alors des pierres, il y en a de toutes les tailles. Bon, elle dépasse rarement cette taille-là. Celle-ci, elle peut peut-être faire partie de celles qu'on monte sur les bijoux. Donc elle a plus de valeur que les petites qui sont, elles, vendues au kilo. Comment t'as entendu parler de cet endroit? Parce que, je sais pas, moi j'aurais pas idée de venir ici au milieu de la forêt en espérant trouver des pierres. Pourquoi ici plus qu'ailleurs? Avant, je cherchais des pierres à Bokeo, à la frontière avec le Vietnam. Comme il n'y avait plus de pierres, je ne pouvais pas gagner ma vie. Un des contremaîtres m'a proposé de venir ici et je l'ai suivi. Parce qu'il m'a dit qu'on aurait plus de chances de trouver des pierres. Je suis arrivé ici parmi les premiers et il n'y avait personne à l'époque. La forêt était silencieuse et j'avais peur des animaux. Au fur et à mesure, les gens ont entendu parler du coin et ils sont venus. Il y avait des animaux sauvages? Quel type d'animaux sauvages? Des singes, des sangliers, des ours et des serpents. Vraiment plein d'animaux. Je n'osais même pas sortir la nuit. Je dormais près du feu, tellement j'avais peur. Tu racontes des histoires pour qu'il n'y ait pas d'autres chercheurs de pierres qui viennent ou tu me fais marcher, c'est ça? Non, c'est vrai. Je t'assure. Ça ne me gêne pas qu'il y ait plein de gens qui viennent sur la mine. Ça augmente les chances de trouver des pierres. Depuis que nous sommes arrivés ici, certains ont ramassé des milliers de pierres. C'est ce qui a contribué à la réputation de cet endroit. À Boiloy, on tente d'oublier les animaux sauvages et la malaria, de résister à la tentation de l'alcool. On charrie la terre, on la passe au tamis dans l'eau, qui doit enfin révéler les pierres précieuses. Mais c'est dans le fond des puits qu'on va chercher la terre. Ici, le zircon a pour habitude de se cacher loin de la lumière, à 5 mètres de profondeur. Génial.
pensais qu'il allait faire genre 0 degré, un petit peu plus frais qu'en surface. C'est juste l'enfer. Je crois qu'on mesure pas très bien le prix des pierres précieuses une fois arrivé sur la place de Paris. Qui est-ce qui achète ces pierres-là exactement? Parce que j'ai du mal à savoir à quoi ça correspond en français. Cette pierre est vendue dans tous les pays, mais elle part surtout en Thaïlande. C'est pour ça qu'on l'appelle le diamant thaï. Elle est rouge quand on la trouve, mais quand on la chauffe, elle devient bleue, voire jaune. Combien de temps vous creusez par jour? Combien de temps vous passez dans le fond des galeries par jour? On est 2 à travailler dans les galeries. Et on se relaie toutes les heures parce que c'est trop fatigant. À cause de la chaleur au fond du trou. Ça t'est déjà arrivé d'avoir peur dans le fond du trou? Au début, tu y penses tout le temps. Mais quand tu descends, tu as peur, mais par habitude, tes craintes disparaissent. Le soleil est la pierre philosophale du voyageur, jamais décevant. Au fond des trous, finalement, très peu de cristaux. Les journées se succèdent, pleines de simplicité. Pour moi, seulement de passage, les pépites sont ailleurs. Bah voilà, c'est là que mon voyage se termine, dans le fin fond d'un trou du Ratanakiri. Je vais continuer de creuser, je vous abandonne. Je vais essayer de trouver quelques pierres. Donc maintenant 2 solutions, soit je trouve assez d'argent et puis j'ai de quoi me payer un billet pour rentrer en France, soit il me reste plus qu'à creuser pour essayer de rejoindre l'autre bout. Allez, à bientôt.